phases de sommeil. Ça veut dire que il faut comprendre ces cycles. Il faut comprendre comment est découpé notre sommeil. Alors, vous avez un petit visuel là également qui vous montre finalement l'image d'une nuit. Là, on est sur une nuit de 4 cycles. Un cycle en moyenne chez l'adulte dure 90 minutes. Chez l'enfant, pour information, on est sur des cycles plus courts. On est en général sur un cycle de 60 minutes. Et vous voyez en fait qu'un cycle, donc c'est comme je vous le disais, le sommeil, c'est l'accumulation, enfin la multitude finalement de cycles qui se suivent. Si on prend un exemple d'un cycle, donc par exemple le deuxième cycle, vous voyez en fait qu'il y a différentes phases de sommeil. On a d'abord une première phase donc, qui correspond à ce qu'on appelle le sommeil lent. C'est le moment où on vient de s'endormir, donc les yeux sont fermés, la respiration devient naturellement un petit peu plus calme, mais on est encore un petit peu en éveil, c'est-à-dire que on peut facilement se réveiller au bruit, un bruit qui peut survenir à côté de nous, ou une lumière un petit peu trop forte. On est encore sensible aux stimuli extérieurs. Et ce sommeil-là, en fait, il apparaît à deux moments dans notre cycle du sommeil. Il apparaît au début, après l'endormissement, et puis vous voyez, il revient un petit peu plus tard en troisième phase, qui finalement vient entourer ce qu'on appelle le cycle du sommeil profond. Alors le sommeil profond, c'est cette phase au milieu en bleu foncé. Là, on parle de sommeil profond parce que finalement, le cœur commence à battre un rythme plus régulier, plus calme aussi. La respiration est plus calme. Le corps, pour le coup, ne bouge plus. Sa température est beaucoup plus basse. Et puis, on est moins sensible aux stimulations extérieures, comme je vous le disais, par rapport au sommeil lent, où là, on est encore vraiment en vigilance. Là, on est plus sensible. Il peut y avoir du bruit, de la lumière. A priori, on aura du mal à se réveiller avec ces stimulations extérieures. Et c'est cette phase-là, en fait, durant laquelle le corps va récupérer de la fatigue physique. On parle souvent du sommeil profond comme étant la phase la plus importante du sommeil. C'est pas tout à fait vrai. Chaque phase, en fait, a son rôle à jouer et chaque phase est importante. Mais cette phase-là, c'est effectivement cette phase où le corps récupère. Vous pouvez d'ailleurs voir sur le graphique qu'au fur et à mesure des cycles, la, la phase de sommeil profond devient de plus en plus petite. Elle se réduit. À l'inverse du cycle lent, du sommeil lent qui, lui, grandit au fur et à mesure en première phase, bah, le sommeil profond, lui, devient de plus en plus court. Ça veut dire que malgré tout, les premiers cycles du sommeil, c'est-à-dire votre début de nuit, est la plus récupératrice. On en parle souvent, on le dit souvent, effectivement, il vaut mieux s'endormir pas trop tard et on va plus facilement récupérer sur le début de nuit. Là, vous comprenez pourquoi, c'est qu'effectivement, ce cycle de sommeil profond est plus important en début de nuit. Ça représente à peu près 25% d'un cycle, hein, le sommeil profond. On repasse ensuite par donc une phase de sommeil lent. Et puis ensuite, on arrive sur le sommeil paradoxal. En fin de cycle, donc ce sommeil paradoxal, en fait, c'est la phase finalement où le cerveau va être le plus actif. C'est l'activité cérébrale intense avec les rêves, avec le temps de retraitement des informations de la journée. On dit aussi que le sommeil paradoxal, c'est lui qui va favoriser les apprentissages. Vous voyez, le corps est toujours relâché, toujours immobile. Par contre, le rythme cardiaque et la respiration peuvent commencer à s'accélérer parce que en même temps, ils évoluent avec l'activité cérébrale, les rêves. Donc là, on n'est plus sur un temps de repos profond. On est vraiment sur une activité cérébrale très animée, très mouvementée. Et on reste malgré tout dans une phase où c'est encore difficile de se réveiller. Et puis, une fois que cette phase, ce cycle, en fait, est terminé, bah, on repart sur un autre cycle. Là, vous voyez la succession des cycles, avec donc le cycle 2 qui se termine par ce sommeil paradoxal, et hop, on réenchaîne avec un cycle 3, le sommeil lent, profond, lent, et à nouveau paradoxal, jusqu'à arriver là au niveau du cycle 4, à la dernière phase qui est le réveil, tout simplement, en gris que vous pouvez voir sur la droite. C'est important de comprendre ces phases et, et cette succession de cycles pour le sommeil, parce que ça nous donne quand même une indication. Euh, Ça nous donne une indication sur la qualité de notre sommeil. Est-ce que finalement j'ai un sommeil profond suffisant? Alors, il y a différentes solutions hein, pour suivre ça. Déjà, on peut faire si on souffre de pathologie,
du sommeil. On peut faire des examens, un suivi du sommeil en institut du sommeil. Vous avez aussi maintenant des montres qui sont assez perfectionnées, des montres connectées qui vous permettent de suivre ces différentes phases et de mieux comprendre votre sommeil. Ça vous donne aussi une indication, je vous disais, le cycle dure 90 minutes. Ça veut dire que si vous faites une sieste, on va prendre par exemple pour une sieste l'exemple là du cycle 1, vous avez cette phase d'endormissement en gris sur la gauche qui donc va occuper à peu près 20%, on va dire 15-20% sur un cycle de 90 minutes. Si vous faites une sieste d'une heure, finalement, vous allez vous réveiller en plein sommeil profond. Et c'est là que cette sieste, elle va pas être très récupératrice parce que vous allez vous réveiller à un moment où vous serez vraiment dans un sommeil très profond. Et c'est souvent là où on se réveille un petit peu mal. Voilà, on a du mal à se reconnecter à la suite de la journée. On n'est pas toujours de bonne humeur. Donc, c'est important pour les siestes de vraiment comprendre ces cycles avec ces phases pour faire une sieste suffisamment longue pour récupérer, mais pas trop pour pas justement tomber dans ce sommeil profond et être mal ensuite. Une sieste, idéalement, il faudrait qu'elle fasse 15 à 20 minutes. Alors, vous verrez avec des petits exercices comme je vais vous montrer en pratique, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Beaucoup de personnes disent, ah, mais moi, une sieste de 15 minutes, 20 minutes, c'est pas possible, c'est pas assez pour moi. Mais en fait, vous allez voir que par des méthodes de respiration, par exemple, vous pouvez atteindre rapidement un état d'endormissement léger, mais suffisant pour récupérer, en fait. Voilà pour les phases. Alors, pourquoi le sommeil est si important? Comme je vous le disais, hein, le rythme circadien, notre rythme biologique inclus donc cette phase de sommeil, il est important tout simplement parce que il va améliorer la concentration, améliorer notre mémoire, aider aux apprentissages. C'est primordial en fait d'avoir un sommeil de qualité pour pouvoir avoir ensuite une journée, être au maximum de ses capacités pour la journée suivante. Le sommeil permet aussi un bon fonctionnement tout simplement du cerveau. On va favoriser, comme je vous disais, la mémoire, favoriser tous ces apprentissages. Sans sommeil, vous savez, si vous passez une mauvaise nuit, derrière, on sent qu'au niveau cérébral, on est quand même un peu moins tonique, un peu moins actif et on a plus de difficultés à vivre notre journée. Le sommeil, il favorise la récupération physique et psychique. Le sommeil, il est important pour le corps, pour récupérer physiquement, mais aussi moralement. Quelqu'un qui ne dort pas assez, moralement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ensuite, le sommeil, il renforce le système immunitaire. Effectivement, quelqu'un qui ne dort pas suffisamment va avoir tendance à attraper un peu plus facilement les petits virus hivernaux ou être un peu plus sensible au rhume qui va passer. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir un sommeil de qualité pour booster ses défenses immunitaires. Et puis, le sommeil, il aide à la sécrétion de certaines hormones. Je pense notamment pour les enfants, l'hormone de croissance qui est sécrétée majoritairement la nuit. C'est le sommeil qui va favoriser cette hormone de croissance. Le sommeil, il aide aussi à régénérer certaines cellules, notamment les cellules de la peau. Tout ça, c'est effectivement lors du sommeil la nuit que les cellules s'activent et se réparent. Une cicatrisation va se faire plus facilement la nuit également, lorsque l'on dort. Et puis, le sommeil, il aide à réguler l'humeur. Il réduit le stress. Encore une fois, si on a une bonne nuit de sommeil, on a un rythme de sommeil de qualité, eh bien, on va être de meilleure humeur, on va être en capacité de gérer le stress quotidien, l'anxiété qui pourrait s'installer. En fait, le sommeil, il est tout simplement avoir une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. Il est indispensable, en fait. Alors, les signes d'un mauvais sommeil, qu'est-ce qui peut me dire, me montrer que j'ai peut-être des problèmes de sommeil, effectivement. Parfois, c'est flagrant, on le sait, on dort pas assez. Puis parfois, on s'en rend pas trop compte. Mais finalement, une fatigue au réveil, quelqu'un qui est fatigué au réveil. Alors, je vous dis pas une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine. Quand c'est quelque chose d'installé, de régulier, je me réveille, je suis fatiguée, j'ai du mal à démarrer ma journée. Bah, ça, c'est un signe. C'est quand même, ça doit vous interpeller sur le fait que, bah, tiens, peut-être qu'au niveau de mon sommeil, il y a quelque chose qui est pas bien en place. Les difficultés à s'endormir, les personnes qui passent une heure, 2 heures à s'endormir. Ça, là, clairement, il y a un souci. Il faut voir s'il n'y a pas un problème de sécrétion de la mélatonine, justement, ou dans la journée, s'il n'y a pas des choses à modifier pour améliorer cette capacité d'endormissement. On verra tout à l'heure des facteurs sur lesquels vous pourrez travailler.
Quelqu'un qui va se réveiller fréquemment la nuit, ça doit interpeller aussi. Il y a aussi les somnolences diurnes. Quand la journée, vous somnolez, vous voyez que vraiment, là, c'est dur. Il y a des phases où, naturellement, le corps a besoin de se reposer un peu dans la journée, notamment les moments de digestion. Mais quand vous sentez que vous somnolez quand même beaucoup la journée, ça doit vous interpeller. Ça veut souvent dire qu'il y a un problème de qualité de sommeil. Le fait d'être irritable. Et puis, les troubles de la concentration. Vous avez du mal à vous concentrer en journée. C'est qu'en général, au niveau du sommeil, il y a quelque chose là à observer aussi. Alors, par rapport aux troubles du sommeil, en fait, j'ai envie de vous dire, on peut les classer finalement dans deux grandes familles. Il y a les pathologies, il y a des réelles pathologies autour du sommeil. Il y a les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Alors, les apnées du sommeil, je pense que vous connaissez, c'est effectivement le fait d'avoir des coupures de respiration là par moment dans le sommeil. Ces apnées du sommeil, souvent, c'est justement quand on se réveille fatigué le matin que ça va nous interpeller. On peut se dire, tiens, ça serait peut-être intéressant de voir ce qui se passe au niveau de mon sommeil. Est-ce que j'ai des apnées? Alors là, on peut interroger son compagnon ou sa compagne si on dort avec quelqu'un la nuit ou si on doute quand même, c'est intéressant d'aller consulter le médecin. Il y a les insomnies, alors qu'elles soient occasionnelles ou chroniques, voir s'il y a des facteurs extérieurs qui les déclenchent si elles sont occasionnelles, et puis essayer d'éliminer ces facteurs. Et puis chronique, là, c'est pareil, ça interpelle un peu, c'est intéressant d'aller creuser un peu plus loin. L'hypersomnie, des personnes qui ont besoin de sommeil, un besoin très important de sommeil, comme par exemple la narcolepsie. C'est le fait, la maladie qui entraîne le fait de s'endormir n'importe où, n'importe quand. En pleine conversation, hop, vous pouvez vous endormir, par exemple. Il y a tout ce qui est parasomnie, avec le somnambulisme, les terreurs nocturnes. Alors, les terreurs nocturnes, c'est plus chez les enfants, mais le somnambulisme, on en voit à n'importe quel âge, hein. Et d'ailleurs, en vieillissant, le somnambulisme revient. C'est souvent chez les enfants, ça se calme un petit peu à l'âge adulte, et puis les seniors peuvent retrouver ces phases de somnambulisme. Et puis, il y a tout simplement les troubles de l'horloge interne. Alors, il y a différents facteurs qui provoquent ces troubles de l'horloge interne, des facteurs environnementaux, puis des facteurs plus, on va dire, médicaux, pathologiques, donc à voir. Ça entraîne des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, parce que l'horloge interne est effectivement déréglée. Et puis, il y a un syndrome dont on entend parler de plus en plus, et de plus en plus chez les femmes en prenant de l'âge, c'est le syndrome des jambes sans repos. C'est le fait de ressentir des picotements, des fourmillements, même des sensations de brûlure au niveau des jambes et qui nous obligent à bouger les jambes. Et ça, c'est effectivement un gros souci puisque bah, vous êtes obligé d'être en mouvement pour faire passer ces sensations, ces douleurs, pour les supporter. Et donc, forcément, derrière, ça enclenche un problème de sommeil. D'une façon générale, si vous souffrez de troubles du sommeil, un trouble du sommeil notamment installé, je ne vous parle pas d'une insomnie, voilà, une fois de temps en temps, ça arrive un peu à tout le monde. Si c'est quelque chose qui s'installe un petit peu dans le temps ou qui se produit plusieurs fois dans la semaine, il faut vraiment en parler à votre médecin. Lui va pouvoir faire des recherches. Il peut vous adresser vers un centre du sommeil également qui va pouvoir mener des recherches et voir s'il y a des choses à écarter, des choses à mettre en place pour vous permettre de gagner en qualité. C'est les troubles du sommeil installés, c'est vraiment à prendre au sérieux. On sait que un trouble du sommeil installé, donc qui dure dans le temps et qui se répète plusieurs fois dans la semaine, avec un temps de sommeil vraiment plus bas, augmente le risque d'hypertension par 3. Il le multiplie par 3. Le risque de diabète est accru. On sait aussi qu'il y a des risques d'obésité qui augmentent de 30%. On prend du poids. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente par 4, multiplie par 4 le risque d'AVC. Également, une pathologie du sommeil installée, c'est plus 48% de risque de faire un infarctus, notamment, je pense aux apnées du sommeil. Ça augmente la dépression. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, au niveau du système immunitaire, bah, ça nous fragilise et on dit à peu près 3 fois plus de risques d'attraper les virus saisonniers. Le but, c'est pas de vous faire peur avec ces chiffres, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de l'importance d'en parler à son médecin. Voilà, d'en parler à un personnel médical ou une infirmière. Voilà, n'hésitez pas à en parler parce que c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Alors, à côté de ça, donc là, on est vraiment sur les pathologies. Il y a aussi des facteurs qui vont intervenir dans les troubles du sommeil. Des choses, on va dire, un peu plus légères où on n'est pas dans le pathologique. Alors, tout simplement, bah, le stress. Le stress et l'anxiété. Ça, c'est l'ennemi du sommeil. Vous êtes stressé et
Vous vous couchez, vous vous tournez dans tous les sens, vous cogitez, vous ruminez votre journée. C'est vraiment l'ennemi, on va dire, numéro un du sommeil. Et puis, il y a certaines maladies, l'asthme, le reflux gastro-œsophagien ou des problèmes de thyroïde, de dérèglement de la thyroïde, qui peuvent effectivement être des facteurs du trouble du sommeil. Également, une mauvaise régulation de la mélatonine. Ça va avec le cycle circadien, qui, effectivement, si celui-ci est déréglé, bah, va générer une difficulté de régulation de la mélatonine. Il y a aussi les dérèglements hormonaux. Je pense aux femmes notamment au moment de la ménopause. Le sommeil est en général perturbé ou pendant la grossesse. Et puis, je vous le disais, le dérèglement du rythme circadien, les personnes qui sont amenées à voyager régulièrement, des personnes aussi qui sont en travail posté, qui sont en rythme complètement décalé ou qui ont une vie nocturne très active ou des siestes trop longues en journée, comme je vous le disais. Voilà, tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte. Et puis, il y a un facteur très important, c'est l'hygiène de vie. Euh, Avoir une alimentation trop riche, ne pas faire d'activité physique, ou prendre des stimulants comme du café, de l'alcool, la cigarette ou des drogues. Bah, tout ça, finalement, c'est une mauvaise hygiène de vie qui va venir interférer dans le sommeil, dans la qualité du sommeil. Et puis, on a les causes environnementales. Le bruit, la température de la pièce, la chambre mal aérée, des allergènes, par exemple des personnes allergiques aux acariens. Si les literies sont pas traitées, bah, effectivement, ça peut venir perturber votre sommeil. La lumière et puis les écrans. Donc, vous allez voir, on va justement là discuter un petit peu des bonnes pratiques. On a assez fait le constat, j'ai envie de dire, plus négatif. On va passer aux choses à mettre en place pour, pour gagner en qualité de sommeil. Alors, les bonnes pratiques, bah, c'est se coucher à horaire régulier. C'est justement ce qui va permettre de caler, de recaler finalement votre rythme circadien, votre horloge biologique. Se coucher à horaire régulier le plus souvent possible, notamment ne pas se décaler le week-end ou pendant les vacances de d'heures. Essayer de garder quand même un coucher à peu près régulier. Éviter les activités trop stimulantes le soir avant le coucher. Les personnes qui font beaucoup de sport juste avant d'aller se coucher, en général, elles peuvent avoir des difficultés à s'endormir. Le sport, l'activité physique en journée, oui, bien sûr. Quelque chose de trop fort, trop violent, j'ai envie de dire, le soir avant de se coucher, c'est contre-productif pour le sommeil. Adopter une alimentation équilibrée et dîner léger le soir. Vous savez, on dit qui dort dîne. Qui dîne dort plutôt. Non, c'est ça, qui dort dîne, pardon. Donc voilà, adopter une alimentation équilibrée. S'exposer à la lumière du soleil la journée. Cette lumière du soleil, elle va vous permettre de réguler votre horloge interne. Privilégier également l'obscurité la nuit. C'est vraiment envoyer le signal au cerveau de la lumière la journée, je suis en activité, la nuit, c'est dans le noir, et là, hop, c'est le moment de dormir. Éviter les écrans le soir, ça on en parle de plus en plus. La lumière bleue qui est générée par les écrans, bah, elle bloque simplement en fait la sécrétion de la production de la mélatonine. Donc il faut éviter la lumière bleue, il faut éviter les téléphones, les tablettes, les écrans, même la télé. Idéalement, il faut arrêter toute activité d'écran 1 heure avant le sommeil, avant d'aller se coucher. Il faut éviter les excitants le soir, tout simplement. Je vous disais tout à l'heure, hein, les excitants le soir, bah, c'est quelque chose qui va venir stopper la sécrétion de mélatonine. Mais donc, il faut les éviter. Il faut éviter la cigarette, l'alcool, le café, le thé. Tous ces excitants là naturels, enfin naturels, tous ces excitants là qui vont venir casser la production de mélatonine. Et puis, il faut faire de votre chambre un vrai cocon. Il faut aérer la pièce. Ça, c'est systématique. Idéalement, une demi-heure d'aération dans la journée, même le soir avant d'aller vous coucher. Il faut éviter que la pièce soit trop chauffée. Idéalement, une température à 19 degrés, voire 20 degrés, mais pas plus. Il faut que la pièce soit calme. Il faut que la pièce soit agréable à vivre aussi. Voilà, si vous avez une pièce qui est remplie de vêtements, de cartons ou autres, c'est pas très propice à un sommeil récupérateur. Il faut une bonne literie. Vous savez que la literie, il faut la changer. On dit tous les 10 ans, idéalement, ça serait tous les 8 ans. Et puis éviter les pièces aussi, les chambres avec des plantes. Évitez de placer des plantes dans votre chambre, puisqu'en fait, ça vous prend votre oxygène et ça peut également provoquer un problème de sommeil. En fait, pour pouvoir améliorer votre sommeil, il faut mieux le connaître aussi. Il faut mieux connaître ses phases, il faut mieux connaître les facteurs dans la journée qui vont venir perturber votre sommeil. Et pour ça, vous avez différentes solutions. Je vous disais, bon, les montres connectées, on adhère ou pas, mais c'est vrai que ça vous permet de connaître un petit peu vos cycles. Et puis, vous pouvez simplement faire un agenda du sommeil. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement sur Internet. L'agenda du sommeil,
on pourrait même dire plutôt un agenda du rythme circadien, mais souvent ça s'appelle l'agenda du sommeil. C'est faire le constat finalement de notre rythme sur 24 heures. Qu'est-ce que je fais en journée? Quelle activité j'ai? Qu'est-ce que je vais consommer à ce moment-là? À quel moment de la journée? Et puis voir, finalement, en faisant cet état des lieux, connaître nos propres facteurs qui vont venir peut-être perturber un petit peu notre sommeil. L'agenda du sommeil, en général, dans les centres médicaux qui prennent en charge la gestion du sommeil, les troubles du sommeil, c'est quelque chose qu'on vous donne dès le début. Vous faites votre agenda du sommeil et ça permet d'avoir un état des lieux. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez interroger votre partenaire si vous avez un partenaire de nuit pour voir s'il y a des ronflements ou s'il y a des apnées du sommeil. Voilà, c'est essayer de prendre conscience de ça et c'est à partir de là que vous pourrez mettre en place vos bonnes pratiques. Et puis, il y a des activités qui peuvent vous aider justement au niveau du sommeil, on y vient. Respirer. Respirer pour calmer les émotions de la journée, pour calmer le stress, calmer les pensées, réguler aussi la température du corps. Cette respiration, elle a un pouvoir un peu magique. C'est-à-dire que vraiment, elle régule cette température du corps, elle ralentit votre rythme cardiaque et c'est ce qui va favoriser en fait l'endormissement et le sommeil de qualité. Et puis, ça se rejoint un petit peu, pratiquer une activité apaisante. Alors, la sophrologie, là, on va en parler, mais aussi, ça peut être la méditation, la relaxation, pour, euh, pour vraiment installer finalement une journée plus posée, plus calme, plus sereine, et amener progressivement un sommeil également plus serein et de qualité. Comme je vous le disais tout à l'heure, un point important à retenir, c'est qu'une bonne nuit de sommeil se prépare la journée. Vraiment. C'est d'où l'intérêt de l'agenda du sommeil, de l'agenda du rythme circadien. C'est comprendre qu'est-ce que je peux changer dans ma journée pour que mon sommeil soit de meilleure qualité. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire au niveau, on va dire, plus théorique. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit temps de questions avant de passer à la pratique et la sophrologie. J'ai pas vu s'il y avait Beaucoup. Alors, c'était des très petites questions. intéressant, effectivement. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas, je vois qu'il y a de mains levées, alors on peut pas donner la parole, donc n'hésitez pas à les écrire plutôt. Pour l'instant, il n'y en a pas d'écrit. Moi, j'en ai une. Oui. Quand on parlait des cycles, vous Mm. disiez que c'est important donc le premier cycle est le plus récupérateur, donc c'est Les premiers, ouais, c'est on va dire les 2 premiers cycles, à peu près. d'accord. Et donc qu'il faut s'endormir pas trop tard. Alors ce que je me suis toujours un petit peu posé cette question, c'est qu'on dit faut s'endormir. C'est vrai on dit souvent il faut se coucher tôt puisque c'est au début qu'on dort le mieux. Mais finalement ces cycles, ça veut dire qu'ils sont influencés par l'heure qu'il est. Parce que j'aurais tendance à me dire que je me couche à 21 heures ou à minuit. Finalement ce premier cycle sera toujours le premier. Donc peu importe l'heure à laquelle on se couche. En fait, ça va dépendre de votre journée, encore une fois. C'est-à-dire que l'heure de coucher va dépendre effectivement de votre activité en journée. Le fait d'avoir la baisse de lumière naturelle, le soleil se couche, naturellement, la mélatonine va commencer à pouvoir se sécréter, puisque elle a été exposée pendant un certain temps à la lumière du jour. Donc, on va dire que progressivement, c'est le rythme naturel de l'homme, hein, d'ailleurs, avant qu'on ait tous ces parasites du quotidien qui viennent un petit peu, si vous prenez le rythme de l'homme il y a plusieurs centaines d'années, c'était à la tombée de la nuit, ben voilà, on commence à descendre progressivement vers ce coucher-là. Donc, c'est pour ça qu'on explique. Alors, se coucher tôt, oui, mais c'est surtout se coucher à heure régulière. Quelqu'un qui va se coucher tous les soirs à 23 heures, si le lendemain matin, effectivement, il a un réveil avec une durée de sommeil suffisante et de qualité, si vous voulez, il n'y a aucun souci. 23 heures, ça sera son heure à lui. Mais plus que se coucher tôt, c'est vraiment plus le rythme régulier, j'ai envie de dire. Effectivement, votre premier cycle à vous, il peut commencer à 23 heures, pour d'autres, il va commencer à 21 heures. C'est OK, en fait. Donc c'est C'est le cohérent. rythme de chacun. C'est la régularité, en fait, qui est plus importante que l'heure de coucher à proprement parler. Mais c'est vrai qu'avec la nuit tombante, naturellement, en fait, le corps a quand même ce réflexe de ralentir progressivement son rythme. Ok. Très bien. On a des questions qui sont arrivées. Ouais, je Déjà, vous on a laisse une effectivement. question. Est-ce le même mécanisme pour les enfants? Comment aider un enfant qui peine à s'endormir depuis toujours? Alors, c'est intéressant pour les enfants de creuser un petit peu plus. C'est difficile là, comme ça, de faire une généralité. Les enfants, il y a beaucoup de facteurs en fait qui peuvent influer. Il y a les écrans, ça c'est certain.
Un enfant qui est sur écran, qui passe du temps sur l'écran la journée, ça va venir un petit peu perturber l'endormissement. Les enfants, il y a aussi le côté émotionnel qui intervient beaucoup. Les adultes aussi, mais on est sur un autre ordre. Donc, un enfant qui a du mal à s'endormir, ça peut être un enfant qui a besoin d'être un peu plus rassuré le soir. On a les peurs, alors ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais on peut avoir des peurs qui s'installent et ce besoin de sécuriser, on va dire, les émotions, le facteur émotionnel pour pouvoir l'aider à s'endormir. Là, comme ça, c'est difficile sans avoir plus de précision au niveau de l'âge et du rythme de l'enfant. Mais pour les enfants, vraiment, pour favoriser l'endormissement, on ne met pas à disposition les écrans et à partir d'une certaine heure, il n'y a plus d'écran. Puis de façon générale, on limite. C'est vrai que c'est vraiment un sujet, hein, la lumière bleue. Euh, et puis, il faut mettre en place un rituel du sommeil. Je trouve ça assez intéressant avec les enfants, avoir le temps de lecture, le temps d'échange, qui a un côté rituel. C'est-à-dire tous les soirs, la mise en place de ce rituel va permettre d'amener l'enfant au sommeil, de l'apaiser, de le rassurer, et puis d'arriver jusqu'au sommeil. Ok. Voilà. Euh, On a une autre question. Tout d'abord, bravo pour cette présentation. On est bien d'accord Merci. qu'une activité sportive le soir n'est pas favorable ou cela dépend? Ça dépend, l'activité, ça va dépendre de l'activité physique. Ça va dépendre si vous faites 20 km de course à 22 heures et qu'à 23 heures, vous rentrez, vous prenez votre douche. Enfin, j'exagère, mais vous prenez votre douche et vous allez vous coucher directement. Le corps a besoin d'un temps, en fait, justement, pour se poser et pour sécréter la mélatonine. Faire du sport le soir, si on n'a pas d'autres moments dans la journée parce qu'on travaille, bien sûr, l'activité physique, elle est à pratiquer. Maintenant, il faut essayer d'avoir des activités physiques un peu plus douces et d'avoir quand même un temps, facilement un temps de 2 heures, on va dire, avant le coucher, en fait, pour que le corps se pose, le corps se calme et qu'on puisse installer, voilà, ce rituel. Je dîne, je prends ma douche et puis progressivement, je vais pouvoir amener le sommeil. On a également une question concernant la mélatonine. Comment savoir si on Oui. a un déficit de mélatonine? Et aussi par rapport aux produits qui arrivent de plus en plus nombreux en pharmacie, est-ce une bonne et une mauvaise idée? Alors, je suis pas médecin, donc je vais pas pouvoir donner mon avis, on va dire, sur les compléments en pharmacie. Voilà, en fait, le déficit de mélatonine, c'est justement au travers de la constatation de votre sommeil que ça va pouvoir mettre la puce à l'oreille. Et ça, dans ces cas-là, il faut en parler avec votre médecin. Euh, lui saura vous adresser éventuellement vers un centre du sommeil pour voir ou faire différents examens pour constater ça. C'est à votre niveau, ça va être la constatation de votre sommeil. Ça va être, je tiens un agenda, même sans faire l'agenda du sommeil sur 24 heures. Ça peut être, tiens, cette nuit, j'ai dormi de telle heure à telle heure. Je me sens comme ça au réveil, c'est pas à la grande forme. Et puis arriver avec ces constats, en fait, finalement, chez le médecin qui, lui, va pouvoir aller voir ce qui se passe. En pharmacie, effectivement, on trouve de plus en plus de produits. Je peux pas dire que je suis pour, je peux pas dire que je suis contre, parce qu'en fait, il y en a tellement déjà que, voilà. Je sais que ça peut aider certaines personnes. Mais encore une fois, pour moi, il faut que ce soit encadré par un médecin, en fait. Il ne faut pas hésiter à poser la question, même au pharmacien d'ailleurs, hein, qui pourra vraiment vous donner un avis médical. Euh, voilà, je peux pas vous en dire plus. N'étant pas médecin, je ne veux pas me prononcer plus que ça sur ça. Vraiment, parlez-en à votre médecin. Ensuite, on a une question par rapport aux filtres à lumière bleue, que ce Oui, soit sur les écrans ou sur les lunettes. Est-ce qu'ils sont oui, je vois la question, efficaces, effectivement. L'argument utilisé par les enfants. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de filtres lumière bleue qu'on peut soit mettre effectivement sur son téléphone ou les lunettes également. Oui, apparemment, il y a, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais quand vous discutez avec des spécialistes, par exemple un opticien va vous dire qu'effectivement, le filtre à lumière bleue a un vrai effet. Maintenant, pour moi, c'est pas un argument suffisant, j'ai envie de dire. De manière générale, il faut limiter les écrans. Je sais que les téléphones aussi ont un mode nuit où effectivement la lumière bleue va être filtrée, etc. Oui, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais pour les jeunes, en tout cas, pour les enfants, pour les ados, évitez au maximum, au moins 1 heure avant le coucher. Et de façon générale, il faut essayer de le limiter au maximum. Je suis mère aussi, hein, je sais le calvaire que c'est pour réussir à réguler ça, mais il faut
Essayez de faire des petits deals avec eux, de dire, OK, viens, on essaye. On essaye sur 2, 3 nuits et on voit ce que ça donne. Peut-être en faisant le constat, eux-mêmes vont se dire, ah bah tiens, c'est vrai que c'est mieux dormi. Puis ça peut faire son chemin. Voilà, passer par le pratique. Très Voilà ce que je peux vous conseiller. très bien. On a une question pour savoir à quelle heure il faudrait finir le repas du soir, si on a envie de se coucher vers 22h15, 22h30. Ouais, en se couchant à 22h15, 22h30, idéalement, il faudrait dîner avant 20h, mais c'est pareil, hein, on sait que on est tous dans un rythme effréné, on fait comme on peut. C'est sûr qu'il faut éviter d'aller se coucher un quart d'heure après avoir dîné. Essayez idéalement 2 heures avant, si ça peut être 1 heure avant, c'est mieux que rien. On fait comme on peut. Après, vous pouvez compenser avec justement des techniques qui vont vous aider à ralentir le rythme cardiaque, à apaiser la respiration, comme on va pouvoir le faire juste après. Mais dans l'idéal, 2 heures, j'ai envie de vous dire. Après, faites au mieux. Bon. C'est bien de connaître la théorie pour avoir quand même un objectif. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, on sait qu'il y a bien souvent un monde parce que Bien on fait sûr. de son mieux. Ouais, Que ce soit nous pour nous-mêmes ou avec nos enfants, on fait de notre mieux. bien sûr. Et enfin, une question pour les Ouais, personnes qui travaillent la nuit et qui oui. dorment le jour. Comment faire, comment avoir un sommeil Alors, régulier? c'est effectivement c'est compliqué. C'est ce que je vous disais par rapport au rythme circadien. Les personnes qui travaillent en horaire décalé comme ça, qui travaillent de nuit. Bon, bien sûr, c'est arriver et se coucher, hein. On n'enchaîne pas sur les tâches ménagères à la maison et on n'y passe pas. Sinon, ça va être compliqué. Après, la mélatonine aura encore plus de mal à se sécréter. C'est aller se coucher dans l'obscurité totale, essayer d'être dans le calme total, reproduire finalement les conditions de la nuit, malgré la lumière du jour. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à récupérer, parlez-en au médecin, voir quelle méthode lui peut mettre éventuellement en place, éventuellement avec la mélatonine, peut-être à prendre pendant quelques temps si juste il trouve ça effectivement adapté et juste dans votre cas. Mais au niveau des facteurs extérieurs à mettre en place, ça va vraiment être ça, l'obscurité, le calme, débrancher le téléphone bien sûr, parce que vous risquez d'avoir des appels ou des messages en pleine journée pendant que vous êtes en train de dormir. Et puis vraiment, vous arrivez, éventuellement vous prenez votre douche si vous le souhaitez, et puis vous allez vous coucher. Essayez de pas avoir ce temps-là de 1 heure ou 2 où on va se lancer dans des activités ou préparer les enfants ou autre, quoi. Là, il faut que vous alliez dormir pour récupérer. Voilà. Merci beaucoup. Mais je On va vous en pouvoir prie. s'arrêter là pour les questions, sachant qu'ensuite on pourra refaire une petite session après la Ouais, pratique, si vous avez ok, toujours des questions. bien sûr, bien sûr. Alors du coup, bah, effectivement, on va passer sur la pratique. On va parler de sophrologie. Donc la sophrologie, très rapidement, je vous fais une petite présentation, mais très succincte pour vous donner juste quelques informations clés. Donc la sophrologie, en fait, c'est une méthode dite psychocorporelle, donc qui inclut le corps et le mental, l'esprit, qui a été créée par un médecin neuropsychiatre, le professeur Caicedo. C'est une méthode qui est relativement jeune par rapport au yoga, à la méditation. C'est une méthode, vous voyez, qui date de 1960, donc on est quand même sur une pratique encore assez jeune. Et en fait, la sophrologie, elle repose sur 3 piliers. Elle repose sur la respiration. Donc, on utilise la respiration, c'est même un des outils principaux de la sophrologie. On va travailler également le relâchement musculaire, relâcher le corps, apprendre à détendre son corps, à relâcher les tensions. Et puis enfin, la visualisation positive. Utiliser finalement toutes les ressources positives qu'on a en soi et utiliser cette visualisation en fait de tout ce positif qu'on a en soi pour pouvoir l'utiliser dans le but de favoriser la sérénité, l'apaisement et le sommeil pour parler plus précisément du sommeil. Alors la sophrologie, on l'utilise dans beaucoup de domaines. Il y a des champs d'application vraiment larges. Je vous en ai mis quelques-uns. Après, voilà, c'est pas exhaustif. Donc la sophrologie, elle peut aider dans la gestion du stress, dans les angoisses, dans l'anxiété, la gestion des émotions, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Les enfants, dès l'âge de 3 ans, sont en capacité de faire des petites séances de sophrologie pour apaiser les émotions ou améliorer le sommeil. On utilise bien sûr dans la gestion des troubles du sommeil, pour la concentration, pour la confiance en soi, l'estime de soi,
Pour la préparation mentale aussi, les sportifs l'utilisent de plus en plus. Il y a certains sports, notamment je pense au tennis, qui utilisent le, la sophrologie. Et puis plus généralement, pour les épreuves de la vie, traverser un deuil, traverser un déménagement qui nous affecte, un changement professionnel, voilà. Et puis accompagner également la maladie, accompagner les malades et les aidants, parce qu'on n'y pense pas suffisamment. Mais les aidants, pour eux, c'est compliqué aussi. Et puis pour travailler sur les phobies, les peurs, la dépression, et puis les addictions, que ce soit la cigarette, l'alcool. Voilà, ça vient en complément du suivi médical. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de façon très succincte sur la sophrologie. Comme je vous le disais, c'est une méthode psychocorporelle, donc on inclut le corps, on est dans la conscience du corps, et puis on va utiliser également et travailler également sur l'aspect plus psychique avec eh ben, l'esprit que l'on sollicite autant que le corps. Et l'idée, c'est vraiment d'harmoniser en fait le corps et son esprit, d'être dans un état de sérénité retrouvé. Là, je vais vous proposer trois petits exercices courts de respiration. Et puis, dans un second temps, j'espère qu'on a encore le temps. Je vois que j'ai pris pas mal de temps. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blocage. Ok, super. Donc, on fera une séance. Je vous ferai vivre une séance qui va être propice au sommeil. Pour cette partie pratique, je vais vous proposer simplement de vous mettre dans une pièce idéalement au calme. L'idée, c'est que vous soyez voilà, bien et que vous soyez confortablement installé dans une chaise ou dans un fauteuil, ou même si vous voulez vous allonger, il n'y a pas de souci. Et dans un premier temps, je vais simplement vous demander de prendre conscience de votre respiration. Alors pour ça, vous allez simplement faire un temps de respiration, mais que je vais un petit peu orienter. Je vais vous demander d'essayer d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, simplement. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et puis on se met à l'écoute en fait de notre respiration. On observe ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que ça me fait quand j'inspire par le nez? C'est peut-être pas ce que je fais d'habitude d'ailleurs. Et puis là, si j'expire par la bouche, tiens, qu'est-ce que je sens de différent peut-être par rapport à d'habitude? N'hésitez pas à en faire plusieurs. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. L'expiration par la bouche, vous pouvez vraiment imaginer que c'est comme un grand soupir de soulagement. Vraiment, je relâche. Je relâche complètement et j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Cette respiration-là, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, c'est une respiration très naturelle hein, qu'on a perdue avec le quotidien, le stress. On peut avoir tendance à respirer peut-être plus par inspirer, expirer par le nez. Et cette respiration-là, ce rythme-là, il va vraiment favoriser la détente, le calme, retrouver cette détente. D'ailleurs, naturellement, au bout d'un moment, vous allez peut-être constater les épaules qui vont s'abaisser un petit peu plus. On sent que le corps se relâche un peu plus. Donc voilà, ça c'est un petit exercice tout simple que vous pouvez faire tout le temps, n'importe quand. Vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez le faire au travail. Si vous travaillez, vous pouvez le faire à un moment où vous sentez que les émotions elles sont un peu vives, que vous êtes agacé. Et ben vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ça va vous recentrer aussi. Ça va occuper le mental puisque vous serez occupé aussi à observer cette respiration. Donc ça va nous couper un petit peu des émotions qui parfois sont un petit peu compliquées. Voilà, donc n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à le faire aussi le soir, quand vous allez vous coucher, soit avant d'aller vous coucher, soit dans votre lit. Prenez le temps d'inspirer comme ça par le nez et d'expirer par la bouche. Vous pouvez le faire les yeux fermés d'ailleurs, hein, si c'est plus confortable, de prendre ce temps de respiration. Et puis, une fois que vous aurez mis ça en place, vous pouvez essayer de travailler ce qu'on appelle la respiration abdominale. Alors, de la même façon, vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche, mais là, vous allez placer une main sur votre ventre. Et comme le schéma le montre, en fait, à l'inspiration, vous allez avoir le ventre qui va se gonfler. C'est comme si finalement, quand vous inspirez, vous vous remplissez d'air. Donc, c'est normal. Le ventre se gonfle. Et sur l'expiration, le ventre se dégonfle. À l'inspiration, l'air rentre, le ventre se gonfle, le diaphragme descend. Et sur l'expiration, on se vide d'air. Et donc là, effectivement, le ventre rentre. C'est pareil, c'est pas toujours évident au début. Il y a des personnes qui vont avoir une respiration dite inversée. C'est le ventre va se rentrer à l'inspire et va sortir à l'expiration. Le pratiquer plusieurs fois, le refaire régulièrement, vous allez voir que vous allez attraper finalement le coup, comme on peut dire, et vous allez réussir en fait à le mettre en place.
Ça, c'est pareil, faire cet exercice de respiration le soir allongé dans votre lit. Vous mettez la main sur le ventre, vous sentez le ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expiration. Vous installez cette respiration de calme qu'on a utilisée juste avant. Vous allez sentir du bénéfice au niveau du corps et au niveau du mental. Pour les personnes qui ont du mal à avoir cette sensation du ventre qui se gonfle à l'inspiration, imaginez vraiment l'image d'un ballon. Vous êtes un ballon qu'on remplit d'air. Donc c'est normal, on met de l'air, ça se gonfle. Et puis je souffle, je vide l'air, ça rentre. Voilà. Donc ça, cet exercice, c'est pareil, vous pouvez le faire n'importe quand, la journée, la nuit. Comme je vous le disais, hein, c'est le travail que vous allez faire en journée, c'est les bonnes pratiques que vous allez mettre durant la journée qui vont avoir un bénéfice certain pour le temps du coucher et pour le sommeil. Pareil, on se réveille la nuit, on commence à ruminer, on n'arrive pas à se rendormir. Faites ça. Faites juste ces petits exercices l'un ou l'autre là, de respiration et vous verrez que vous allez gagner en fait en qualité en confort déjà et puis réussir à vous endormir à nouveau plus facilement. Alors pour favoriser le sommeil, on est toujours sur cette même respiration d'inspiration-expiration. On va pouvoir imposer entre guillemets un rythme qui reste quand même assez libre, mais je vous explique. Pour favoriser en fait le calme, on va installer un rythme spécial de respiration. Là, je vous propose un temps d'inspiration sur 4 temps et un temps d'expiration par la bouche sur 6 temps. Le temps, c'est vous qui le fixez. On n'est pas forcément sur des secondes. Simplement, il faut qu'effectivement l'expiration soit un petit peu plus longue. Donc, on va faire l'exercice ensemble si vous voulez bien. Donc, on inspire par le nez. 2, 3, 4. On expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire par le nez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire par le nez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner, à le faire régulièrement. Il y a des applications mobiles et même sur YouTube, vous pouvez trouver des petites vidéos qui vont vous accompagner si vous avez besoin, qui sont vraiment bien faites, des applications gratuites, hein. Je pense à Respirelax Plus, qui est très bien faite. C'est une application complètement gratuite et qui, en fait, va vous donner un rythme, va vous permettre de paramétrer justement ce rythme. Inspire 4 temps, expire 6 temps, et qui va, avec une petite jauge, une petite bulle, à l'inspire, la bulle monte, vous inspirez, la bulle descend, vous expirez. C'est très intéressant, en fait, de se faire guider comme ça au début. Et puis après, vous verrez, à force de pratiquer, vous n'aurez plus besoin. Ce rythme de respiration, il favorise vraiment le calme. Si vous êtes calme, si le cœur ralentit légèrement, que la respiration se pose, bah là, vous avez tous les facteurs mis en place pour un sommeil récupérateur et de qualité. Voilà, donc ces 3 petits exercices tout simples, vraiment, n'hésitez pas à les faire régulièrement. J'insiste, hein. C'est c'est en fait comme un sport. Plus vous allez le faire, plus vous allez répéter, plus vous allez pratiquer, plus ça va fonctionner. Idéalement, on dit la sophrologie, c'est 30 minutes par jour. Bon, on n'a pas toujours 30 minutes à y consacrer. Vous voyez, la respiration, là, ça nous prend 5 minutes. Et déjà, vous avez un vrai bénéfice derrière. Donc, je vous encourage à le faire et à le tester sur plusieurs jours, voir ce que ça donne. Voilà pour les premiers petits exercices rapides. J'espère que je vais pas trop vite. J'essaye de vous donner un maximum de tuyaux, j'ai envie de dire, ou d'astuces pour vous aider là-dessus. Et bah, je vous propose maintenant en fait qu'on vive un moment de sophrologie, qu'on vive une séance de sophrologie qui va vous permettre d'installer une respiration calme, de relâcher le corps et puis travailler sur une visualisation positive qui va favoriser l'endormissement en fait et le sommeil de qualité. Alors pour ça, j'insiste, soyez dans le confort. Donc n'hésitez pas à changer de place là si vous avez besoin. Prenez le temps de le faire. Vous mettre dans le calme. Si vous avez des écouteurs, n'hésitez pas à mettre vos écouteurs. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans une petite bulle. C'est une petite séance qui dure à peu près entre 12-15 minutes. L'idée, c'est que ce soit vraiment un moment pour vous. Ce qui est bien, c'est, si je me trompe pas, le webinaire sera dispo en replay, donc vous pourrez la refaire. Et comme je vous le disais, c'est le fait de pratiquer régulièrement une séance qui va favoriser les choses. Donc, n'hésitez pas à la refaire par la suite, pendant quelques jours. Tous les jours, si vous pouvez, c'est idéal, mais si c'est une fois dans la semaine, c'est déjà super. Et vous allez voir, en fait, que vous allez progressivement vous approprier les outils
un point que j'ai pas, ça vous laisse le temps de vous installer, un point que j'ai pas relevé, soulevé, la sophrologie, en fait, c'est une pratique autonome, en fait, qu'on essaie de mettre en place. L'idée en sophrologie, c'est de vous transmettre des outils, que derrière, vous soyez en capacité de les utiliser de façon complètement autonome. Donc, c'est pour ça l'idée de le refaire derrière, c'est, c'est idéal parce que petit à petit, votre corps va imprimer en fait tout ça et va être en capacité par la suite, bah, finalement, de se mettre dans cet état de détente agréable dans lequel vous allez être dans quelques instants et de reproduire ça pour s'endormir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je pense que là, vous avez dû pouvoir tous vous installer. Idéalement, la séance se fait les yeux fermés parce que c'est ce qui permet de se recentrer le maximum sur soi. Faites comme vous le sentez. Soyez dans le confort, en tout cas. Si vous préférez garder les yeux ouverts, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de vivre cette séance. C'est juste votre façon à vous de la vivre et c'est OK. Voilà, il n'y a pas de jugement. Peut-être que par moment, vous allez décrocher de ce que je raconte. C'est OK aussi. Quand vous vous en rendez compte, bah, vous revenez à ce que je vous raconte. C'est pas rare que la charge mentale vienne nous happer un moment et qu'on se dise, tiens, c'est vrai, il fallait que j'achète des œufs. Bon, c'est OK, c'est pas grave. Vous vous recentrez après sur ce que je vous dis. De toute façon, ça va fonctionner. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ben, vous allez pouvoir voilà, vous installer et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux et puis commencer par prendre une grande inspiration. Une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et puis une deuxième à votre rythme. Prenez le temps voilà, de respirer profondément. Une grande inspire, une grande expire, comme un grand soupir là de soulagement. Je dépose mon corps et les épaules là dans le fauteuil ou dans la chaise. Et puis j'inspire encore. Faites quelques respirations profondes comme ça. Et on expire. C'est très bien. Et puis vous continuez à respirer là de façon complètement libre et naturelle, sans vous poser plus de questions. Vous allez juste être attentive au point d'appui du corps là, sur le fauteuil ou sur la chaise ou sur le lit. Voilà, sentez les points de contact du corps dans la position dans laquelle vous êtes. Sentez le contact peut-être du dossier au niveau du dos et de l'assise au niveau des cuisses et des fesses, les pieds peut-être au sol. Juste être conscient de la position de votre corps, là, maintenant, dans la position dans laquelle il est installé. Et puis, vous allez tranquillement apprendre à installer une détente très confortable et très agréable dans tout votre corps. Pour ça, vous allez d'abord vous concentrer sur votre tête, ce qu'on appelle votre premier système en sophrologie. Et vous allez sentir une détente très agréable s'installer d'abord au sommet du crâne. Un petit peu comme si on pouvait sentir une petite goutte d'eau agréable à venir se déposer au sommet du crâne et installer instantanément une détente confortable. Sentez cette détente s'installer au niveau du sommet du crâne, glisser comme ça au niveau du front et sentir votre front qui se lisse un peu plus. Sentir les tempes se relâcher, les petits muscles autour des yeux qui se relâchent, qui se détendent, les joues également, le menton, la bouche qui peut s'entrouvrir légèrement pour laisser la place aux mâchoires de se desserrer, à la langue de reposer librement. Sentir tout l'arrière de la tête également qui plonge là dans une sensation très agréable de détente. Et vous pouvez déjà prendre conscience de votre premier système, votre tête, en train de se détendre. Et puis, naturellement, cette détente, elle arrive au niveau du deuxième système, le cou, les épaules, les bras. Et vous pouvez déjà sentir votre cou se relâcher. La face avant, là, jusqu'à la thyroïde, à l'arrière, sur les côtés également, du cou. Et puis, vous pouvez sentir l'épaule droite d'un coup qui devient plus détendue, plus calme, plus posée. Cette détente qui s'installe au niveau du bras droit, au niveau du coude également, du dessus de l'avant-bras, du dessus du poignet, de la main, des doigts jusqu'au bout des ongles. Peut-être que déjà, vous pouvez sentir votre bras droit un peu plus détendu et peut-être même un peu plus lourd que le bras gauche. Et puis, vous allez sentir maintenant votre épaule gauche plonger à son tour dans cette sensation très agréable de relâchement, de détente. Sentir l'épaule gauche devenir peut-être un peu plus lourde, mais une lourdeur très agréable, une lourdeur presque légère. Sentir le bras gauche se relâcher, le coude, le dessus de l'avant-bras, le dessus du poignet, le dessus de la main, des doigts jusqu'au bout des ongles de la main gauche. Sentez votre bras gauche d'un coup plus relâché, plus détendu, de façon très agréable.
Et vous pouvez déjà prendre conscience de la forme de votre deuxième système, votre cou, vos épaules, vos bras plus relâchés. À présent, c'est votre troisième système, le thorax, et puis le haut du dos qui se relâche, qui se détend. Sentez votre respiration peut-être déjà plus calme, plus posée. Vous pouvez sentir chaque mouvement respiratoire s'imprimer là au niveau thoracique. Sentir le thorax se soulever légèrement à l'inspiration et s'abaisser sur l'expiration. Sentir tout le haut du dos se relâcher progressivement, maintenir la juste tension pour maintenir la posture confortable dans laquelle vous êtes. Et puis la face interne des bras également qui se relâche, la pliure des coudes, l'intérieur des avant-bras, l'intérieur des poignets, la paume des mains, les doigts jusqu'à la pulpe des doigts. Prendre conscience de la forme de votre troisième système en train de se détendre. Naturellement, la détente continue à s'installer, cette sérénité, cet apaisement là au niveau du quatrième système, toute la zone abdominale et la zone lombaire. Sentez certainement votre respiration déjà devenue plus naturellement abdominale, plus basse. À l'inspiration, sentir le ventre se gonfler, s'abaisser, se vider sur l'expiration. Un peu comme une vague légère là, qui va et qui vient. À l'inspire, à l'expire. Tout le bas du dos également qui se relâche. Les tensions accumulées là qui se libèrent. Les muscles qui s'étirent légèrement. Sentir cette posture confortable dans laquelle vous êtes. Et cette détente profonde s'installer confortablement. Et vous pouvez prendre conscience de la forme de votre quatrième système plus détendu. À présent, c'est le bas du corps, tout votre cinquième système qui va profiter de cette pause de détente, ce relâchement corporel agréable. Sentir le bassin se détendre à son tour, les muscles fessiers se relâcher, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds dessus-dessous, jusqu'au bout des orteils. Comme une vague de détente qui s'installe profondément au niveau de la peau, des cellules, des muscles, tout le corps plus détendu, plus relâché. Et vous pouvez prendre conscience de la forme, du poids, de la mesure de votre cinquième système plus détendu. Vous sentez tout votre corps plus relâché, plus détendu, votre méga système relâché. Juste une tension maintenue pour être encore une fois dans le confort. Et vous profitez quelques instants, vous intégrez là, cette sensation agréable de relâchement, de détente. Cet état nouveau. Cet état de détente qui vous amène finalement juste au-dessus de l'état de sommeil. Vous êtes complètement éveillé. Et le corps est relâché comme cette sensation agréable que l'on peut ressentir au niveau corporel au moment où on se glisse au lit et on sent que le sommeil va bientôt venir. On est confortable. Et justement, vous allez pouvoir maintenant vivre un moment de visualisation propice finalement au sommeil. Vous n'allez pas vous endormir aujourd'hui pendant cette séance, mais vous amener dans cet état propice, idéal pour vous endormir. Alors pour ça, je vais vous proposer simplement là de visualiser un lieu agréable. Vous allez chacune, vous projeter dans un lieu agréable, peut-être un lieu de vacances que vous appréciez, là justement cette fin de période de vacances, ou simplement peut-être chez vous, peut-être dans votre lit ou ailleurs. Laissez venir là un lieu agréable pour vous, dans lequel vous vous sentez parfaitement bien. Un lieu propice à la détente, au fait de se sentir bien tout simplement. Laissez venir ce qui vient. Si plusieurs lieux se présentent à vous, n'hésitez pas à en choisir un. Et puis, vous allez vous concentrer sur ce lieu-là qui est venu. Si certains ne voient pas de lieu, ne trouvent pas de lieu, vous pouvez simplement éventuellement prendre une plage agréable que vous connaissez ou que vous imaginez. Et puis, vous allez tous vous projeter dans ce lieu. Vous allez l'observer, ce lieu. Vous allez observer le décor autour de vous. Vous êtes dans ce lieu et vous observez tout simplement les paysages ou le décor. Observez les détails, peut-être la végétation s'il y en a, peut-être des objets si vous êtes en intérieur. Prenez le temps d'observer tout ce qui se trouve autour de vous. Observez chaque petit détail qui finalement rend ce lieu vraiment agréable et propice à la détente, au calme, à la sérénité. Et puis, je vais vous proposer dans ce lieu simplement de vous asseoir, de vous allonger d'ailleurs si vous le souhaitez. Imaginez là que vous pouvez vous allonger dans ce lieu et que vous pouvez l'observer d'ailleurs peut-être sous un nouvel angle.
un angle différent, encore plus agréable. Et puis, vous allez activer tous vos sens. Vous allez pouvoir être attentif aux parfums qui peuvent venir à vous. Peut-être des odeurs agréables, des parfums agréables. N'hésitez pas voilà, à sentir tout ce qu'il y a à sentir d'agréable dans ce lieu, ce qui vous permet de vous plonger encore plus profondément là dans ce lieu. Et puis, vous pouvez être aussi à l'écoute des sons, des bruits, peut-être une musique, peut-être des voix agréables, des sons propices justement à ce confort, à ce calme. Écoutez tout ce qui est écouté d'agréable, peut-être un bruit de végétation, des bruits de la nature. Et puis vous allez pouvoir peut-être aussi toucher quelque chose, sentir, être attentif au contact du corps là, dans le lieu dans lequel vous êtes. Peut-être, si vous êtes sur une plage, sentir le sable, peut-être la verdure si vous êtes à la montagne ou dans une prairie ou dans un champ, à la campagne. Sentez voilà, tout ce que vous pouvez toucher là, ce que votre corps touche. Et puis parfois des sensations aussi, sentir si vous êtes en extérieur une brise légère là sur le visage, bien agréable. Laissez venir là tout ce qui vient et qui met, qui met finalement vos sens en alerte. Puis peut-être que même dans ce lieu, il y a quelque chose que vous pouvez goûter. Ou juste avaler votre salive là pour sentir vos papilles gustatives se mettre en éveil. Prenez le temps d'activer tous vos sens et de sentir le confort là d'être allongé, installé confortablement, en tout cas dans ce lieu. Et profitez simplement là de tout ce qui est à profiter de positif dans ce lieu. Puis grâce à votre respiration, vous allez même pouvoir intensifier toutes ces sensations agréables. À l'inspiration, vous mobilisez tout le positif ressenti là à l'instant présent dans ce lieu. Et sur l'expiration, vous les diffusez en vous, vous les intégrez. À l'inspiration, vous mobilisez toutes les ressources positives et vous les diffusez en vous. À l'expiration. C'est comme si sur chaque inspiration, vous veniez un petit peu recharger les batteries, recharger, intégrer en vous là, toutes ces sensations pour les stocker, pour pouvoir les réutiliser ensuite, les imprimer dans chaque petite partie de votre corps. Sentir aussi à quel point le corps est posé, calme, le rythme du cœur qui a ralenti, la respiration plus posée. Vous êtes finalement dans un état parfait et propice au sommeil. Cet état dans lequel on a envie de se sentir juste avant de s'endormir. Sentez cette respiration apporter tout le positif de ce lieu. Sentez à l'inspiration toute la mobilisation du positif du lieu et intégrez-le en vous sur l'expiration. C'est très bien. N'hésitez pas à continuer sur quelques respirations et sentez votre corps à sa place là, dans la position dans laquelle il est installé pour le moment. Prenez le temps d'intégrer aussi le calme ressenti. Voyez avec quelle facilité vous êtes capable de mettre ça en pratique. Comme finalement c'est facile pour vous de respirer calmement, d'installer du calme dans tout votre corps et puis par la visualisation de vous projeter dans un lieu agréable, dans un souvenir, pourquoi pas pour les prochaines fois, un souvenir agréable. Et de ressentir au niveau de votre corps cette sensation-là, d'être complètement détendu. Et le mental concentré sur quelque chose de très agréable. Ce lieu ressource là que vous venez d'utiliser et d'intégrer en vous, vous allez pouvoir le réutiliser. Un peu comme une bouée à laquelle on peut se raccrocher quand on en ressent le besoin, quand le sommeil peut être plus difficile à trouver, ou le fait de se rendormir parce qu'on s'est réveillé est plus difficile. Vous pouvez simplement là faire revenir ces images, ce lieu dans lequel vous vous êtes projeté, à installer cette respiration de calme. Et vous pourrez retrouver cet état-là, agréable dans lequel vous êtes, cet état propice au sommeil, à la récupération, au calme et à la sérénité. Alors, ce lieu ressource, vous allez pouvoir le ranger là où vous voulez, dans un coin de votre tête, peu importe, où vous le souhaitez. Et puis, vous pourrez faire appel à lui à chaque instant où vous en ressentirez le besoin. Vous prenez quelques instants pour être à l'écoute de vos ressentis, vos sensations, vos pensées. Et puis, tranquillement, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche.
pour remobiliser l'énergie dans les organes. Une deuxième respiration profonde en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. C'est ce qui va permettre d'amener le réveil finalement du corps. Et puis une troisième, tranquillement. Et puis vous allez pouvoir commencer à remettre du mouvement au niveau du corps. Commençons d'abord par les pieds. Remettre du mouvement dans les orteils, dans les pieds. Remettre du mouvement dans les chevilles, dans les jambes, le bassin, les mains. Remettre du mouvement dans les bras, le buste, vous étirez si besoin. Bougez le cou, le visage, bâillez, grimacez si vous le souhaitez. Vous étirez de tout votre long et lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir ici maintenant avec nous, les yeux ouverts. Si vous avez du mal à sortir de cet état de détente, n'hésitez pas à respirer profondément, en inspirant profondément par le nez et en expirant des grands soupirs d'expiration par la bouche. Voilà. J'espère que cette expérience, cette première expérience peut-être pour certains et une nouvelle expérience de sophrologie pour d'autres vous aura apporté cet apaisement là dont on a besoin justement quand on essaye de s'endormir, quand on veut amener cette phase de sommeil. Encore une fois, n'hésitez pas à refaire cette séance. Plus vous allez la faire, plus vous allez ressentir le bénéfice et plus ces automatismes en fait de respiration, de relâchement du corps et de visualisation en fait vont vous servir. Voilà. Merci, merci à tous pour votre attention et votre participation d'ailleurs. Merci beaucoup. Et je vous en Effectivement, je prie. pense qu'on va regarder le replay et le refaire régulièrement. Mais je vous propose vraiment de le faire, c'est important, ouais, effectivement. Puis vous verrez, c'est assez rigolo parce qu'en fait, on a beau refaire une même séance, le lieu auquel on s'est rattaché la première fois change souvent. Alors, il y en a certains, non, ça va être le même tout le temps, mais on peut être surpris de voir que le lieu change et finalement, c'est pas mal parce qu'en fait, on se rend compte de toutes les ressources qu'on a en soi. Là, on travaille autour d'un lieu, mais finalement, ça peut être aussi un contenu positif plus général, un lieu, un souvenir, une émotion, voilà, quelque chose comme ça. Et on peut faire appel à tout ce qu'on a en nous de positif pour vivre ces séances le mieux possible. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, du coup, le temps que tout le monde revienne un peu. Exactement, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je crois que vous voyez le chat, mais globalement, Ouais, je vois, merci l'aspect beaucoup. général, c'est très positif. En Super. attendant, je vais vous envoyer, donc je vous partage le lien du questionnaire. N'hésitez pas donc à le remplir, que ce soit positif ou s'il y a des choses, même logistiques à revoir, etc., pour qu'on puisse proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Avec plaisir. Merci pour vos retours et vos messages. C'est vrai que c'est impressionnant, ça fait l'effet comme si on sortait d'une sieste, mais C'est sans ça. avoir dormi. C'est très Mais pratique. c'est complètement ça. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais aussi, vous savez, les siestes qu'il faut éviter de faire trop longues, les siestes courtes. Finalement, quand vous pratiquez des séances comme de la sophrologie, on parle, c'est peut-être un terme qui parle à certains, la sieste flash, notamment utilisée par certains sportifs. Je pense aux navigateurs qui peuvent pas dormir, qui sont sur des courses en solitaire et qui peuvent pas dormir. Ils utilisent la sieste flash. Ben, en fait, c'est ni plus ni moins cet état-là, en fait. C'est-à-dire qu'on descend, on est toujours en état de veille, mais on descend notre état de vigilance juste au-dessus du sommeil. Et en fait, le corps récupère. Puis pas que le corps, l'esprit aussi, le mental récupère. Et en général, alors au moment de la sortie de la séance, on peut sentir un petit peu flagada et on reprend un gain d'énergie très rapidement. Donc c'est valable pour le sommeil, pour s'endormir, mais c'est aussi valable en journée. Quand on a un petit coup de fatigue, faut pas hésiter. Même à force de pratiquer, on peut le faire seul derrière, juste de voilà, prendre ce temps de respiration avec notamment les petits exercices que je vous ai montrés au préalable. C'est vraiment cet état-là, je suis d'accord, on sort d'une sieste, on sort d'un moment là très agréable. Ouais, c'est chouette en tout cas.
Super. Bon, bah, je vois pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Merci beaucoup, en tout cas. Autant Merci à vous. en pratique, c'était très enrichissant. Et donc, Merci à vous. Merci de votre accueil. effectivement, ce replay sera disponible et puis on pourra, je pense, aussi partager votre présentation Oui, euh, bien sûr. par mail. Bien Donc, sûr. ça, vous aurez Et accès s'il y à. a des questions, n'hésitez pas, hein. Oui, il y a mon adresse mail ou non, j'ai pas dit mon adresse mail. Tiens, bah, il y a mon site ou mon numéro de téléphone. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions plus particulières, vous pouvez m'appeler sans problème pour en discuter. Je pense notamment les questions qu'il y avait sur les enfants. C'est difficile de donner une réponse générique parce que ça va dépendre de tellement de choses. Mais n'hésitez pas à m'appeler pour me poser des questions sans problème. Avec plaisir. Super. Bon, bah, merci beaucoup Voilà. et Merci à vous. bonne fin de matinée. Bonne journée à tous.